La recherche-action est une méthodologie en vogue dans les approches qualitatives qui visent à comprendre la complexité des organisations et en étudier leur évolution ou leur transformation. Elle correspond donc à une forme de recherche longitudinale, mais qui présente cette particularité par laquelle le chercheur n'est pas un simple observateur passif du phénomène qu'il étudie. Il va bien au contraire agir sur lui et même l'influencer. Le chercheur n'adopte donc pas une posture neutre comme la plupart des paradigmes scientifiques le demandent. Cette singularité appelle ainsi à situer la recherche-action dans le paysage épistémologique relatif aux sciences sociales. En effet, même s'il n'y a pas de déterminisme entre paradigme et méthodologie, il y a dans la pratique de la recherche une association entre les deux. Lorsque la philosophie des sciences s'est développée au XIXe siècle avec le positivisme, on postulait alors que l'objectif du chercheur était d'expliquer le fonctionnement du phénomène étudié, qu'il s'agisse là d'un système naturel ou d'un système social, et de l'expliquer comme on pouvait le faire d'une mécanique composée d'engrenages dont il s'agissait d'identifier les causes et les effets. Dans cette perspective, un des prérequis était de s'assurer que le chercheur, de par son investigation, par sa seule présence, n'exerçait aucune perturbation sur le phénomène étudié. On postulait donc que la neutralité du chercheur était liée à l'indépendance du réel et de celui qui l'observait. Au fil du temps, des découvertes scientifiques dans bien des domaines, comme dans celui de la thermodynamique ou de la physique, se sont avérées être de véritables révolutions et ont incité à relativiser ces postulats. Progressivement a été remise en cause la prétendue neutralité qu'un chercheur peut avoir sur le phénomène qu'il étudie, de même que sur l'objectivité des conclusions qu'il fournit. Ainsi, des paradigmes relativistes ont pris davantage d'importance en considérant que les phénomènes étudiés en recherche étaient finalement plus complexes qu'il n'y paraissait, et ensuite que le chercheur était enclin à sa propre subjectivité quant aux connaissances qu'il fournissait. Ainsi, le paradigme interprétativiste postule que le chercheur non seulement n'est pas neutre, mais ne fournit que des interprétations possibles d'un phénomène. La validité des connaissances produites dépendra alors de leur capacité à faire consensus au sein de la communauté scientifique et non pas à prétendre à une certaine objectivité. Le paradigme constructiviste va encore plus loin dans cette approche humaniste de la recherche. Il postule que pour pouvoir comprendre la complexité du phénomène étudié, il n'est pas suffisant de simplement l'observer et d'en tirer des interprétations. Le chercheur doit agir sur le phénomène, l'influencer pour en analyser ses réactions, ses changements, voire ses transformations. En sciences de gestion, la recherche-action va donc consister, pour le chercheur, à interagir avec les parties prenantes de l'entreprise dans laquelle il travaille quant à la manière possible de résoudre la problématique retenue. En ce sens, on dira que la connaissance produite n'est pas simplement interprétée, mais co-construite. Pour autant, les premières formes de recherche-action qui se sont développées ne se sont pas appuyées sur une prétendue posture constructiviste. La première expérience relevée est celle de Kurt Lewin en 1947, dans le cadre de l'étude psychosociale des conséquences de la guerre mondiale chez les vétérans. Travaux qui ont ensuite été poursuivis dans le cadre du Tavistock Institute dans les années 70. Si la recherche-action a ensuite été délaissée par les communautés scientifiques, elle connaît un regain d'intérêt depuis les années 90. En bref, il s'agit d'une méthodologie par laquelle le chercheur solutionne une problématique de l'organisation qui alimente sa recherche.
Par exemple, il va aider à comprendre la motivation des employés et fournir des leviers d'action. Il pourra contribuer à agir sur les leviers de réussite d'un projet d'innovation, à la gestion du changement. Autre caractéristique, c'est que les connaissances qu'il produit sont immédiatement appliquées et ne sont pas laissées à la discrétion des managers pour d'éventuelles futures actions. Enfin, euh, le processus de la recherche-action correspond à un processus cyclique liant théorie et pratique. Notons que des termes voisins à celui de recherche-action existent dans la littérature méthodologique, comme celui de recherche-intervention, recherche clinique ou recherche ingénierique. Et nous renvoyons ici à la lecture des auteurs pour en connaître les nuances. La recherche-action est donc une méthodologie de recherche singulière qui n'a pas été épargnée d'un grand nombre de critiques. Tout d'abord, ses détracteurs lui reprochent de ne pas garantir la validité, ou du moins la même validité des connaissances qui sont produites dans d'autres domaines scientifiques, comme dans le cadre des sciences naturelles. Ensuite, le rôle actif, influent du chercheur auprès de l'entreprise qu'il étudie relève de ce que les chercheurs les plus conservateurs appellent un biais de neutralité. Un biais de neutralité renforcé, qui plus est, par le fait que l'entreprise influence en retour le chercheur, ses interprétations et donc le processus scientifique. Nous pouvons ici rétorquer que ce n'est pas à proprement parler un biais, qui reviendrait à considérer un défaut dans la manière avec laquelle la recherche a été conduite, mais au contraire, qu'il s'agit là d'un prérequis de la méthode. Au final, en sciences de gestion, la recherche-action est trop souvent perçue et réduite à une forme de pseudo-consulting dont il est important ici de présenter les différences comme autant de contre-arguments. Tout d'abord, par rapport au travail d'un consultant, le chercheur respecte un protocole de collecte de données rigoureux. Ensuite, à la différence d'un consultant, le chercheur doit pouvoir justifier ses théories, ses résultats, avec des théories scientifiques. Autre différence, c'est que le chercheur, lui, n'est pas soumis aux mêmes contraintes de temps et de budget que les consultants. Et ce faisant, il peut avoir un champ d'investigation plus large. Enfin, et c'est une caractéristique que nous développerons dans la capsule sur la démarche de la méthode, la recherche-action s'enchaîne selon plusieurs cycles d'investigation et d'analyse, alors que celle du consulting procède souvent selon des étapes qui se succèdent linéairement. De manière pragmatique, la recherche-action gagne à prendre la forme d'un contrat entre l'entreprise et le chercheur, ou avec son laboratoire de recherche. L'enjeu est d'assurer un équilibre entre les intérêts respectifs. Certes, il faudra que la mission puisse servir l'entreprise, mais il faudra également que le travail du chercheur ne se résume pas à celui d'un simple employé. Il faudra par exemple s'assurer qu'il ne sera pas submergé par des tâches opérationnelles l'empêchant d'avancer sur sa partie scientifique. Dans un contrat de recherche-action, il sera donc de bonne loi de préciser les moyens mis en œuvre à cet effet. Par exemple, le temps libre concédé aux chercheurs pour qu'ils puissent participer à ces réunions de laboratoire. Les budgets pourraient être conférés pour qu'ils puissent communiquer lors de conférences scientifiques. Outre la mission et ses caractéristiques, un contrat de recherche-action gagnera également à préciser quel va être le rôle du chercheur dans l'entreprise. Devra-t-il apparaître comme un simple observateur, même si on sait qu'il aura nécessairement un rôle actif? Devra-t-il plutôt être présenté comme un expert, un conseiller ou encore comme quelqu'un ayant un pouvoir décisionnaire, tel un chef de projet? Tout dépendra de la mission et de la manière avec laquelle la direction de l'entreprise voudra que le chercheur soit perçu par ses collaborateurs. Un point délicat sera de déterminer
quand la recherche pourra être considérée comme achevée. Dans le cas d'une recherche-action, ce sera le cas lorsque les objectifs du chercheur, d'une part, sont atteints, d'autre part, lorsque le projet est achevé et que la problématique de l'entreprise est au moins partiellement résolue par le fait de l'investigation du chercheur. De même, cela pourra être achevé lorsque la poursuite du projet est hors de l'objectif qui avait été initialement défini entre l'entreprise et le chercheur. Enfin, la recherche-action pourra s'achever malheureusement aussi si le projet est abandonné. Et c'est bien là un risque de cette méthodologie. Dans un tel cas, il faudra espérer que le chercheur ait malgré tout pu collecter suffisamment de données pour nourrir la partie empirique de son travail et qu'il puisse poursuivre ses publications.